Ok, bienvenue à tous. Donc, on continue dans cette petite capsule de compléments mathématiques. Donc, après avoir repris des choses sur les normes, les distances, les produits scalaires, avec une petite extension à la fin sur l'orthogonalisation de Gram-Schmidt, sur les systèmes liés et indépendants. On va rentrer un peu plus dans le cœur de la modélisation avec l'approche des matrices. Okay, donc je vais revenir sur les matrices. Les matrices seront un petit peu vicieuses parce qu'elles vont intervenir à deux endroits. Les matrices, on va les avoir pour stocker des données. Donc je vais avoir des matrices de données. Okay, et je vais avoir d'autres matrices qui vont apparaître qui sont des transformations. Okay, donc c'est ce que j'évoque à la fin, les transformations linéaires, les applications linéaires, souvent caractérisées par des matrices. Donc je vais avoir deux types d'objets qui vont apparaître, de types de matrices en tout cas qui vont apparaître ici. Donc je vais juste partager mon écran, en tout cas mes slides. Ok, donc capsule numéro 2 sur les rappels, entre guillemets, encore une fois. Donc une matrice, c'est quoi? Une matrice, c'est jamais qu'une collection euh, de une collection d'éléments, d'accord? Donc une matrice un Mn à coefficient réel, c'est un tableau de valeurs réelles. Ok, je ne vais pas vous définir les matrices euh, complexes, sauf peut-être à un tout petit moment, mais ça va vraiment être un détail. Euh, mais voilà, on est sur des matrices réelles, euh, donc qui vont être ces tableaux avec M lignes et N colonnes, donc ce serait une matrice Mn. Je noterai éventuellement R puissance M croix N pour insister sur le fait qu'on est sur des matrices. Le terme générique de ma matrice, c'est ce AIJ. Donc, soit je note A indice IJ, soit je note parenthèse A indice IJ. Okay. Le A I point, ce sera la ligne I. Le A point J, ce sera la colonne J. Et voilà. Donc là, je reprends la notation usuelle qu'on avait déjà utilisée dans le cours STT 5100, dans le cadre, par exemple, des tableaux de contingence. Donc, quand je mets un point, ça me sous-entend que ce sont toutes les valeurs. Et c'est un peu la notation qu'on aura sous R. Donc, quand je vous dis A crochet de 1, virgule crochet, je suis bien sur la première ligne de ma matrice A. Donc, il n'y a pas de point, mais en tout cas, on voit apparaître ça permet de faire la distinction en tout cas entre les lignes et les colonnes, puisque si jamais je ne mets pas de point, mon A indice K, je ne sais pas si je parle de la colonne K ou de la ligne K. Anyway, donc voilà ma matrice. Donc ici, on voit une matrice 2-4. Okay, donc 2-4 parce que j'ai deux lignes, 4 colonnes. Okay, et si je cherche l'élément A1-3, ben, je vais me placer sur la ligne 1 et sur la colonne 3. Donc en fait, ben, je tombe sur cette valeur-là. Okay, donc je tombe bien sur ce 3 points. Petite notation, donc un vecteur, c'est une forme très particulière de matrice. Un vecteur, par défaut, ce serait un vecteur colonne. Okay, euh, donc c'est une matrice n croix 1, d'accord, c'est un vecteur de Rn. Et je vais aussi par la suite avoir des vecteurs lignes. Okay, donc les vecteurs lignes et les vecteurs colonnes, ça va être très important quand on fera de l'analyse des données, parce que si jamais vous prenez votre matrice comme étant votre base de données, les lignes vont correspondre à des individus. Donc je vais avoir mes lignes d'individus et mes colonnes, ce sera mes variables. Donc soit je suis sur l'espace des individus, soit je suis dans l'espace des colonnes, suivant que vous travaillez sur A ou A transpose. Okay, donc ici, je vous ai mis deux exemples de vecteurs lignes, enfin de vecteurs. Okay, un qui est un vecteur colonne et l'autre qui sera un vecteur ligne. Okay, donc en l'occurrence, la première ligne et la première colonne de ma matrice A. Ok, donc sur les matrices, je passe rapidement parce que les matrices, je vous renvoie à vos cours soit de collégial, soit même de secondaire, mais les matrices, donc vous maîtrisez bien. Les matrices, on peut faire des produits. Okay, donc la seule petite contrainte, c'est que pour faire le produit d'une matrice Km par une matrice Mk, il faut que le nombre de colonnes de ma première matrice correspond au nombre de lignes de la seconde matrice. Okay, donc je vais avoir le même M qui apparaît à droite de la première matrice, donc le nombre de colonnes, et à gauche de la seconde, qui est mon nombre de lignes. Okay, donc si jamais j'ai A qui est une matrice Km et B qui est une matrice Mk, je peux définir le produit AB. Comment je le définis? Tout simplement en définissant l'indice générique, donc le CIJ. Donc C va être ma matrice produit AB. Dans ces cas-là, je fais mon produit scalaire entre la ligne I et la colonne J. D'accord? Donc c'est exactement normalement ce que je vous ai dessiné ici.
Donc, par exemple, ici, pour récupérer mon C de 2, je prends ma ligne 2 et je prends ma colonne 2. D'accord? Donc, je fais juste le produit scalaire en fait, entre les deux. Donc, c'est juste ce AI point transposé, B point J, qui va me donner en fait la somme des AIK, BKJ, pour tous les cas qui vont aller de 1 jusqu'à M. Voilà, tout simplement. OK? Donc, je vous ai fait un petit exemple ici, sous R. Donc, j'ai bien deux matrices dont je peux faire le produit. Pourquoi? Parce que le nombre de colonnes de A, c'est 3. Le nombre de lignes de B, c'est A. C'est 3, pardon. Et donc, quand je fais le produit de A par B, donc déjà, le produit matriciel sous R, c'est ce petit symbole un peu bizarre, pourcentage multiplié pourcentage. Donc ça, c'est le produit matriciel. OK. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Normalement, je connais la taille de cette matrice. La taille de ma matrice, encore une fois, alors je ne l'ai pas mis encore pour l'instant, il faut qu'ici j'ai le même M, mais la taille de ma matrice, c'est ma matrice Kn. Donc ma matrice que je vais obtenir, c'est une matrice 2, 4. Et c'est effectivement ce qu'on obtient ici. J'ai 2 lignes et j'ai mes 4 colonnes. Okay. Et chaque terme qui apparaît à l'intérieur, on le voit ici, ça va être la somme de 3 termes. Okay. Donc si vous n'êtes pas convaincu, refaites des calculs. A priori, si R me dit que c'est ça, je vais le croire. Okay. Donc A fois B, c'est bien cette matrice 2, 4 dans laquelle j'ai ces différents termes. Si j'ai l'autorisation de le faire, donc ce qui veut dire essentiellement que A et B sont de taille transposée l'une de l'autre, je peux faire les produits dans les deux sens. Et de manière générale, même si jamais je peux le faire, en fait, on n'a pas l'égalité, donc le produit n'est pas commutatif. D'accord? J'enforce un peu les portes ouvertes, surtout qu'on a vu tout ça en régression. Okay. Alors, je vais juste faire une toute petite parenthèse parce qu'il existe beaucoup de produits un peu différents sur les matrices, sur les vecteurs et ce genre de choses. Donc, je vais juste prendre 2 slides juste pour redéfinir les différents concepts, même si essentiellement, les produits qu'on fera, ce sera les produits vectoriels, les produits matriciels dont je parlais juste à présent. Et l'autre produit dont on parlera, c'est le produit scalaire. Donc le produit scalaire, c'est celui qui apparaît ici. Alors c'est parfois appelé le dot product. Donc c'est ce produit AB. Donc, moi, je préférais le noter, je ne vais jamais le noter normalement AB, mais dans certains livres, c'est noté AB. C'est le produit scalaire entre mon vecteur A et mon vecteur B, qui est tout simplement le A transposé multiplié par B. Okay. Donc c'est la somme des AI BI quand A et B sont des vecteurs. Okay. Alors, il s'avère que je peux le généraliser, okay, tout simplement en définissant ce... j'ai un petit souci ici, c'est qu'il va falloir quand même que j'ai la bonne taille. Donc ici, il faut que mes deux vecteurs, A et B, aient la même taille. Pour mes matrices, il faut que j'ai ma matrice A, ben si, ça va marcher. Puisqu'ici, ma matrice A et ma matrice B ont toutes les deux le même nombre de lignes. Et donc, dans ces cas-là, je peux faire le produit scalaire A transposé B, puisque A transposé va devenir une matrice NM que je multiplie par ma matrice MP. Donc, j'aurai une matrice NP. Okay. Donc, la taille correspond. Je pensais qu'il y avait un souci. Donc, c'est ce qu'on va appeler le cross product dans la plupart des livres, qui est tout simplement noté cross product sous R. Donc, cross product, c'est quelque chose. Alors, on l'a déjà vu en fait, il était caché quelque part. C'est que si jamais vous voulez faire, je vous rappelle que quand vous voulez faire un modèle de régression, on a cette matrice x transposé x moins 1 x transposé y. Okay. Ben, en fait, on voit apparaître du cross-prod. On voit apparaître le cross-prod à gauche et le cross-prod à droite. Okay. Et en fait, c'est juste que cette matrice, c'est tout simplement le solve de un cross-prod de xx et du cross-prod de x et de y. Voilà, tout simplement. Donc, c'est cette matrice qui apparaît comme étant l'estimateur bêta-chapeau. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le produit croisé ou le produit point. Okay. Il y en a un autre qui sert, j'ai envie de dire, strictement à rien. La seule chose, c'est que c'est ce qui est fait par défaut sous R. Donc autant le savoir. C'est ce qu'on appelle donc, le produit d'Adamard. Et c'est ce produit élément par élément. Donc la notation dans la plupart des livres, c'est ce point encerclé. Okay. Donc la matrice A multiplié avec ce point cercle B. Alors il faut que les deux matrices aient la même taille. Dans ces cas-là, c'est que je fais le produit élément par élément. Et en fait, c'est ce qui est fait sous R quand vous faites A fois B. Il faut que les deux matrices aient les mêmes tailles, dans le sens même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Okay. Et dans ces cas-là, il vous fait juste les produits élément par élément. Okay. Donc ça ne sert pas à grand-chose, en tout cas quand on fera l'algèbre linéaire. C'est juste que par défaut, c'est ça qui est utilisé sous R.
La raison profonde, elle est très simple, hein, c'est juste que les matrices n'existent pas vraiment. Les matrices, c'est juste des vecteurs qui ont été découpés. Voilà. Donc le produit des vecteurs, normalement, c'est des produits composante par composante, et donc c'est juste ça qui est fait dans un contexte matriciel. Le produit qui nous intéresse le plus, c'est ce produit matriciel. Voilà. Donc la seule chose ici qu'on demande, c'est que le nombre de colonnes ici correspond au nombre de lignes à droite. Okay. Et forcément, il me manque un petit quelque chose, puisque ça doit être une vraie matrice B. Okay. Donc ce n'est pas un vecteur. Donc C, ça va être cette matrice dont les CIJ sont définis comme étant les produits scalaires entre ma IM colonne de A et ma JM colonne de B. Okay. Donc c'est ce qui va se noter sous R, un pourcentage multiplié pourcentage. Et il y en a un petit dernier, alors si je le mentionne dans les slides, ce sera vraiment anecdotique, mais ça peut apparaître, je sais que ça apparaît dans certains livres de gestion de portefeuille par exemple, quand on veut faire de la gestion de portefeuille en utilisant d'autres choses que la moyenne et la variance par exemple. Donc c'est ce qu'on appelle le produit de Kronecker. Donc le produit de Kronecker, ça revient à travailler par des matrices par bloc. Okay. Donc on peut définir des matrices de n'importe quelle taille, à gauche et à droite. Ce qu'on va juste dire, c'est que je vais exploser ma matrice. Alors, on le verra peut-être quand on fera des produits de convolution, enfin des réseaux convolutifs sur des images. On va exploser les images dans tous les sens. Mais c'est à peu près le seul endroit où on en parlera. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je vais prendre mes matrices A, enfin plutôt les termes de ma matrice A, et je vais tous les multiplier par les B. Donc, en fait, on va démultiplier à l'intérieur nos matrices. Okay, donc, c'est ce qui s'appelle le produit de Kronecker. Voilà un peu les différentes terminologies de matrices. Alors, à quoi ça sert ces matrices? Ça sert essentiellement au fait que les matrices vont être vues comme étant les traductions les plus usuelles d'un opérateur linéaire ou d'une fonction linéaire. Okay, donc, au lieu de dire, je vais peut-être vous le faire de cette manière-là, donc une fonction, c'est ce qui va me permettre de passer d'un x à un y. Okay, il existe peut-être des transformations un petit peu particulières qui sont les fonctions linéaires. Et des fonctions linéaires, mine de rien, il y en a plein. Donc en particulier, moi, je vais en présenter deux. La première, c'est des rotations, et la deuxième, c'est des projections. Okay, essentiellement parce que c'est les deux principales sur lesquelles on va travailler. Les rotations, c'est juste parce que votre nuage de points, vous ne savez pas trop comment le regarder, donc on va essayer de le faire tourner dans tous les sens. Ça, il s'avère que c'est une matrice, c'est une transformation linéaire. Donc faire des rotations, c'est très facile, parce qu'en gros, c'est du calcul d'algèbre linéaire. Okay. Et l'autre, c'est les projections. Pourquoi? Parce que réduire les dimensions, c'est projeter. Voilà. Donc ça, je renvoie aussi au cours STT 5100, mais faire une régression, c'est projeter sur l'ensemble des combinaisons linéaires des variables explicatives. Okay, donc ces deux opérateurs sont assez classiques, enfin, vous le savez déjà, et ce sont des opérateurs d'algèbre linéaire, les deux vérifiant des propriétés très particulières sur lesquelles je vais revenir 2 secondes. Donc une rotation, c'est quoi? Par exemple, ici, j'ai une matrice A, donc je vais définir la matrice de rotation. Okay, donc je suis juste en dimension 2. Je ne suis pas très fort en géométrie dans l'espace, donc je vais juste le faire en dimension 2. S'il y en a que ça intéresse, allez voir matrice de rotation en dimension 3. Il y a tout plein de pages sur Wikipédia là-dessus. Donc, comment est-ce que je fais pour transformer mon vecteur X en mon vecteur Y en opérant cette rotation? Tout simplement en utilisant cette matrice-là. Donc, cette matrice qu'on va appeler Rθ, où j'ai même noté R0θ, parce que je fais une rotation qui est centrée sur 0 d'angle θ. Okay, donc j'ai mon vecteur X qui était par ici, je vais lui faire subir une rotation. Okay. Dans ces cas-là, les coordonnées du nouveau vecteur, c'est tout simplement A multiplié par mon vecteur X. Donc ça va me donner ces coordonnées-là. Okay, donc la matrice A, elle est un petit peu particulière, c'est cette matrice dans laquelle je vais avoir le cosinus sur la diagonale et je vais avoir sinus et moins sinus sur l'autre diagonale respective. Okay, donc pourquoi elle est particulière? Parce qu'elle vérifie une propriété assez marrante, qui est que, donc ça c'est ma rotation d'angle θ. Okay. Si jamais vous prenez la transposée, en fait vous allez avoir la rotation de moins θ. Pourquoi? Parce que la fonction sinus c'est une fonction qui est paire, donc moins sinus de θ c'est sinus de moins θ. Okay. Donc en fait quand vous prenez la transposée, le moins va passer en bas et vous le rentrez dans votre sinus, et dans ces cas-là vous avez et vu de votre cosinus, par contre le cosinus de moins θ c'est cosinus de θ, dans ces cas-là vous retombez très exactement sur la rotation inverse. Donc en fait la transposée de A, c'est très exactement l'inverse de A. Okay, donc ça, c'est des matrices très particulières, c'est ce qu'on appelle les propriétés des matrices orthogonales. Pourquoi? Parce que A multiplié par A transposé, c'est aussi A moins 1, et donc ce sera égal à I. Okay, donc
multiplier A par sa transposée, c'est-à-dire en gros calculer, on l'a déjà vu, hein, c'est associé à cette histoire de produit scalaire. Donc on va avoir des choses qui vont nous donner l'identité, donc on a des choses qui sont à composantes complètement orthogonales. Okay, donc on a des matrices, ce qu'on appelle des matrices orthogonales. Donc je continue à l'appeler rotation, même si techniquement les matrices orthogonales dans dimension 2 ne sont pas que les matrices de rotation, mais il s'avère que dans certains livres, en particulier sur tout ce qui est décomposition spectrale et décomposition en valeur singulière, ils vous parlent de matrices de rotation. Donc voilà. Quand on vous parle de matrices de rotation, pensez à ces matrices orthogonales, puisqu'en fait c'est ça qu'on va utiliser. Il s'avère qu'en dimension 2, on a une interprétation très simple. Petite propriété, juste pour vous montrer à quoi ça sert. Donc j'ai une matrice A qui va être ma rotation d'angle θ. Ma matrice B, ça serait une rotation d'angle phi. Okay. Si jamais je m'amuse à faire de A fois B, okay, ce qu'on voit apparaître, c'est, faites le calcul, A fois B, ça vous fait une rotation d'angle θ plus phi. Donc on voit qu'appliquer le produit matriciel, que je vous ai présenté comme étant juste une espèce de produit algébrique, okay, en fait, il a une interprétation très profonde d'un point de vue géométrique. C'est que faire A fois B, c'est appliquer l'application A, appliquer d'abord l'application B, et sur ce produit, lui appliquer l'application A. Okay. Donc on voit apparaître quelque chose d'assez intuitif, qui est que le produit matriciel va être vu comme appliquer des applications, des transformations, les unes après les autres. Donc ça sera très intéressant quand on fera en particulier la décomposition spectrale, où on verra apparaître finalement l'idée qu'on va transformer les données, on va les déformer, puis ensuite on va essayer de revenir. Okay. Donc on va voir apparaître ces transformations avec du A-1 ou du A transposé dans les transformations de nos données, où on va essayer de les transformer, en gros de leur faire subir une rotation, peut-être de les dilater un petit peu, et ensuite de revenir dans l'espace de départ. D'accord. Donc ça va être ce genre de choses qu'on va essayer de faire par la suite. Donc ça, c'est les matrices de rotation. Donc de manière générale, en dimension D, ce qu'on pourrait appeler une matrice de rotation, mais j'aime pas le terme, c'est en fait les matrices orthogonales. Donc les matrices orthogonales, ça va être les matrices fondamentales par la suite. C'est celles qui vérifient ce A transposé A, qui est aussi égal à A transposé, qui est égal à l'identité, c'est-à-dire que l'inverse de A, c'est la transposée de A. Okay. Donc il y a deux types de matrices, par exemple en dimension 2, qui le vérifient. Il y a les rotations, et il y a cette matrice un peu particulière, c'est ce qu'on appelle une réflexion d'angle θ. Donc c'est un peu différent d'une rotation, mais on voit apparaître là aussi des transformations géométriques. Voilà. Abusivement, dans certains livres, on va appeler ça toujours des rotations. Je parle beaucoup de linéaire. Je vais juste mettre une slide pour dire que le linéaire et l'affine, c'est très très proche. Je renvoie là aussi au cours de STT 5100 où c'est mon histoire de constante. Ma constante, elle est pénible parce que j'ai besoin de mon bêta 0. Donc je régresse toujours en rajoutant mon vecteur avec des 1. Mais en fait, c'est un processus qui est assez général. C'est que si jamais vous avez une application qui est une application linéaire, mais en fait, je peux la rendre affine tout simplement en augmentant un peu ma matrice. Donc, je vais avoir ma matrice qui est là. Il suffit de rajouter un 1 et des 0, puis des composantes ici qui sont à peu près n'importe quoi. D'accord. Donc, on voit apparaître nos... pardon, c'est ces deux-là. Donc, on voit apparaître nos deux... l'idée que je vais pouvoir quand même faire des transformations affines, même si je vous parlerai exclusivement du linéaire. Okay. Donc, on va mettre ça de côté, parce que, encore une fois, j'ai fait ma rotation à partir de 0, mais je pourrais très bien faire ma rotation à partir d'ailleurs. C'est juste une histoire de normalisation, et la normalisation se cache derrière cette chose-là. D'accord. Je le mets de côté. On reste sur des applications linéaires, parce que ça va être essentiellement plus simple. La deuxième grande transformation qui va nous intéresser, c'est cette projection, précisément la projection orthogonale. Okay. Donc, je vais commencer par vous le faire pour une projection sur une droite, puis après on fait une projection sur un plan. D'accord. Comment est-ce que je peux définir une projection? En fait, là aussi, je vous renvoie au cours des STT 5100, parce qu'en fait, c'est ce qu'on faisait naturellement. Okay. Donc, je suis dans le plan en dimension 2, donc j'ai ma composante x1, y, enfin xy, si vous voulez. J'ai mon vecteur x1 qui se trouve ici. Donc ici, ici j'ai mon vecteur petit x que je vais vouloir projeter. Et voilà mon vecteur x1. Donc mon vecteur x1, c'est la direction suivant laquelle que je veux projeter. Donc c'est ce qui est marqué ici. Je vais prendre la droite qui passe par 0 et qui a pour direction x1. Donc c'est ma droite rouge. J'ai envie de projeter mon vecteur x sur x1. Et comment est-ce que je fais ça? C'est très simple. On va définir la matrice grand X comme étant la matrice avec que x1, parce que je suis juste sur une droite, en l'occurrence. Okay. Et je vais construire cette matrice qui est x transposé x moins 1, x transposé. Cet objet-là va me définir une projection orthogonale. D'accord.
Donc en particulier, vous pouvez vérifier qu'elle est idempotente, c'est-à-dire que P multiplié par P, c'est bien égal à P. D'accord? Refaites le calcul, là encore, mais je l'ai déjà fait plusieurs fois dans le cours STT 5100. Cette matrice est bien une matrice de projection. Okay? Donc je vous fais un petit exemple. En l'occurrence, je vais me définir ici ce vecteur-là comme étant un vecteur qui sera le vecteur qui va être avec un angle de pi sur 3. Okay? Donc je prends cos de θ et sinus, enfin, cosinus de pi sur 3, sinus de pi sur 3. Donc ça me donne déjà un vecteur unitaire. Okay? Et je vais essayer de projeter dessus. Donc comment est-ce que je fais pour projeter sur un vecteur? Donc je me définis mon vecteur U. Donc ça, c'est mon vecteur x1. Je définis ma matrice comme étant la matrice avec le vecteur U. Donc je mets la matrice avec mes données en U. Je dis qu'il a 2 lignes, une colonne. Donc je le définis bien comme étant une matrice. Okay. Sinon, je ne peux pas faire des produits matriciels dessus. Et je vais tout simplement calculer cette matrice-là, c'est-à-dire x multiplié par x transposé x moins 1 multiplié par a transposé de x. Ce qui me donne très exactement cette matrice-là. Donc cette matrice P, si vous voulez, vous pouvez vérifier, mais P multiplié par P, ça va me donner encore la matrice P. Et le vecteur ici qui m'intéressait, donc c'était le vecteur que je voulais projeter, donc c'est mon vecteur 1,1. Si jamais j'essaie de projeter 1,1 sur cette droite rouge qui avait pour angle pi sur 3, okay, dans ces cas-là, je tombe sur ce point bleu. Comment je obtiens ces coordonnées? C'est tout simplement P multiplié par mon vecteur. Okay, donc c'est le fait que cette matrice P, c'est mon application. Et donc si jamais vous voulez calculer le vecteur Y, c'est P multiplié par le vecteur X. D'accord? Donc je peux regarder ces coordonnées. Je tombe sur 0,68 et 1,18. Alors on peut vérifier, mais ça doit marcher à peu près. Puisqu'ici, ça, je suis sur 1 et ici, je suis sur 1. Okay, donc on voit que quand je regarde ma projection, je vais me situer ici, c'est-à-dire à peu près à 2 tiers sur l'axe des X. Donc on est à peu près à 0,68. Donc ça correspond à peu près effectivement à 2 tiers. Et on voit qu'ici, il faut que je rajoute à peu près 0,2, c'est-à-dire à peu près un cinquième. Et comme j'ai des tirés à peu près tous les cinquièmes, ça correspond effectivement à ça. Donc le point qui est là est effectivement à peu près à 2 tiers, 1,2. Donc ça correspond effectivement à notre projection. Donc comment je construis une projection? Tout simplement en créant cette matrice avec les vecteurs sur lesquels je veux projeter et en écrivant la matrice de projection, puis en regardant cet opérateur-là et en appliquant vos données. Okay, donc ça, je peux le faire en dimension 2. Pardon, en dimension 3, projeter en dimension 2. Donc supposons que j'ai 2 vecteurs. Okay, donc cette fois-ci, je suis dans l'espace, donc j'ai ma dimension x ici, je vais avoir ma dimension y dans cette dimension-là et ma dimension en z. Okay, supposons que je me donne 2 vecteurs quelconques, non parallèles bien sûr, pour définir un plan. Donc 2 vecteurs qui passent par 0 vont me définir un plan qui va passer par l'origine. Okay, donc en l'occurrence, les 2 vecteurs que je lui donne, c'est 0,8, 0,2, 0. 0.4, 0.6, 0. Donc techniquement, j'ai 2 vecteurs qui sont dans le plan XY. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que ça me donne une projection sur le plan XY. D'accord? Donc je vais projeter un point sur mon espace de départ. Alors, de mémoire, il y a une petite faute ici. Voilà, ici, c'est du 0.6. Donc supposons que je prenne ce vecteur-là. Donc le vecteur qui se trouve ici, c'est 0.6, 0.6 et 0.6. Si jamais je veux le projeter sur les 2 composantes générées par x1 et x2, je vais tout simplement faire P multiplié par cette matrice-là. Donc ma matrice P, elle est ici. Okay, si je mets chez ma projection, je récupère ce vecteur-là. Donc on voit effectivement que la projection de ce point, c'est le point qui se trouve ici, qui est à 0.6, 0.6. D'accord? Donc c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir construire nos projections. Okay, c'est tout simplement en appliquant, en calculant tout d'abord notre matrice X. Une fois que j'ai calculé ma matrice X, je peux construire ma matrice P et je vais l'appliquer à mes données. Voilà, tout simplement. Petite propriété importante, et ça va être associé en gros aux histoires de projection, c'est la notion de rang d'une matrice. Donc quand vous avez une matrice qui a R lignes et C colonnes, le rang, c'est le nombre de composantes maximales linéairement indépendantes que vous pouvez construire au niveau des colonnes ou au niveau des lignes, les deux étant équivalents. Okay, et quand on va projeter, donc les matrices de projection, ce qu'on verra, c'est que le rang de votre matrice, c'est tout simplement la dimension de l'espace sur lequel vous allez projeter. Alors, petite parenthèse qui sera éclairée par la suite, le rang va être associé aux valeurs propres quand on est sur des matrices carrées ou bien au nombre de valeurs singulières quand on est sur des valeurs, sur des matrices non carrées
mais je reviendrai dans les prochains slides sur l'histoire de la décomposition spectrale et sur la décomposition en valeurs singulières. Mais le rang a fondamentalement à voir avec ces histoires de projection et le nombre de composantes indépendantes. OK? Je vais m'arrêter là et on continue bientôt sur des petits problèmes d'algèbre linéaire.